Merci, donc bienvenue à toutes et à tous. Donc je me présente Patrice Debois, je suis chef de service de police municipale sur la ville de Pluermel dans le Morbihan et président de l'Association nationale des cadres de police municipale. Donc l'association des cadres, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée en 2003. Donc à l'issue de la création des cadres d'emploi de chefs de service de police municipale et ensuite qui a connu une évolution de la catégorie A avec les directeurs. Et l'association, c'est un réseau en fait des professionnels du cadre d'emploi de façon à constituer un réseau d'échange, notamment sur les projets liés à la sécurité, que ce soit au niveau municipal, intercommunal, et association professionnelle qui a récemment fait l'objet encore d'auditions. Le plus récent à l'Assemblée nationale pour le projet de loi police municipale qui est en cours, précédemment le Sénat et également sur la participation des Beauvau de la police municipale. Donc intervenant également CNFPT pour ma part, donc le Centre national de formation publique territoriale pour la filière police municipale et la filière administrative, notamment pour l'application des pouvoirs de police du maire, la rédaction des arrêtés municipaux et la formation initiale et continue des agents et chefs de service et également jury pour les concours ou pour les préparations au concours pour les agents de la filière. Donc je sais que le temps quand même qui nous est imparti est assez réduit, donc je vais m'arrêter là pour la présentation et aborder les différents points concernant vos domaines de prédilection sur vos applications de pouvoir de police du maire, mais pas que, puisque le maire est également pilote de la prévention de la délinquance. Et pour un petit rappel, les communes qui ont plus de 5000 habitants ont l'obligation de disposer d'un conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, mais qui peut également prendre une forme intercommunale, donc sur une décision des élus, donc qui peut prendre la forme d'un conseil intercommunal de prévention de la délinquance. Ces conseils locaux ou intercommunaux doivent normalement suivre la politique de prévention de la délinquance qui est revue à peu près tous les 4 ans. Et donc tout récemment, la nouvelle stratégie nationale de la prévention de la délinquance a été adoptée donc, pour toute la période 2026-2030. Donc la place du maire et de la police municipale va être très très importante, mais également dans ce cadre de pilotage. Donc sur la stratégie nationale, et c'est peut-être des thématiques qui vous inquiètent au niveau de votre collectivité et pour lesquelles vous pouvez être confrontés. Donc les priorités nationales vont être le narcotrafic, la violence des jeunes et notamment l'émergence d'actes liés à l'apparition des armes blanches et de plus en plus, la violence numérique bien sûr, les atteintes aux élus et bien sûr la vulnérabilité sociale, notamment des personnes en errance, et une évolution qui a été constatée depuis 3 à 5 ans. Et là-dessus, sur les axes de stratégie, il va y avoir plusieurs propositions et qui font se délimiter quand même sur 3 axes majeurs. Donc la stratégie nationale sera ensuite déployée sur une stratégie départementale. Donc chaque préfet va adopter par rapport aux statistiques connues sur son département et potentiellement les actions ou les diagnostics locaux de sécurité dont on parle beaucoup, puisque logiquement un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance doit adopter un diagnostic local de sécurité, qui prendra en compte un état factuel des infractions constatées par les forces de sécurité de l'État, mais pas que. Ça pourra être également les différentes interventions problématiques des services sociaux, services jeunesse, éducation nationale, mais aussi les services municipaux eux-mêmes, notamment les dégradations, les constatations, les interventions qui sont faites par les polices municipales ou les autres services de médiation ou de prévention que vous pouvez avoir sur votre collectivité et dont vous avez le choix. Vous avez le choix de pouvoir effectivement créer ces types de postes, médiateurs, etc., etc. Donc, quoi qu'il en soit, les 3 axes aujourd'hui de la stratégie nationale pour la période 2026
2030 porte sur un axe 1, le mieux adapter la réponse aux nouvelles formes de délinquance. Donc, notamment le narcotrafic, le recrutement des mineurs, l'arme blanche, les addictions, le harcèlement, l'exploitation sexuelle des jeunes, qui devient aussi un facteur inquiétant et qui émerge de plus en plus, sans oublier effectivement l'apparition de protoxyde d'azote, effectivement dans un champ aussi limité d'application, puisque la loi est encore récente par rapport à ces restrictions. L'axe 2, c'est garantir le continuum de prévention de l'enfance à l'âge adulte, notamment par le biais famille, école, mère, prévention primaire, décrochage scolaire, récidive, victimes vulnérables. Et l'axe 3, comment mieux coordonner et mieux outiller la politique de prévention. Et là, ça va être l'axe quand même majeur opérationnel qui va concerner les polices municipales, avec l'appui des maires, notamment par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, en passant par bien sûr la sécurisation de l'espace public, donc on parlera également forcément de la vidéoprotection. Le diagnostic partagé, donc dans le diagnostic local de sécurité que j'ai abordé précédemment, en fait, il n'y a pas que les constatations d'infraction de l'État ou de la justice d'ailleurs, mais c'est vraiment l'ensemble des positions qui vont être liées à toutes les activités sociales, éducatives et autres, et tous ces acteurs, bien sûr. Donc là-dessus, la place du maire, c'est déjà le pivot opérationnel de la prévention de la délinquance. Lorsque un CLSPD existe, ce sera bien souvent le maire qui sera le président du conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, au titre déjà en premier lieu de sa qualité de représentant de l'État sur la commune, L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police administrative, donc prendre des dispositions par des arrêtés municipaux, et que les arrêtés municipaux que sont chargés forcément d'appliquer à une strate différente les polices municipales, les gardes champêtres et potentiellement les agents de surveillance de la voie publique, mais dans un constat un peu plus limitatif. Et on aura l'occasion de voir un petit peu ces différences. Donc c'est clairement l'acteur du diagnostic du territoire, c'est lui qui va impulser la politique de prévention de la délinquance. Et pour ce faire, dans ces conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, il y a une constitution de membres de droit, donc le maire, le président, mais bien sûr le préfet ou le représentant de l'État dans la collectivité, donc sous-préfet, le procureur de la République et également le conseil départemental pour toute la partie prévention jeunesse et éducative. Ce sera aussi, on y reviendra, le maire, l'autorité d'orientation de la doctrine d'emploi de la police municipale, avec une évolution réglementaire qui va approcher. Normalement, à l'Assemblée nationale, va être adopté le futur projet de loi sur les polices municipales, et donc avec potentiellement un libre recours à des nouvelles compétences pour les polices municipales, mais qui seront quand même liées au bon vouloir du maire. Donc voilà, ça c'était des points qui sont forcément porteurs de beaucoup d'interrogations dans la filière police municipale, puisque finalement d'une collectivité à une autre, des prérogatives pourront être exercées par des policiers municipaux et une commune voisine, ce ne sera pas le cas. Donc les acteurs de prévention primaire, la jeunesse, la parentalité, et puis les acteurs qui concernent toute la prévention situationnelle, la vidéoprotection, l'éclairage public aussi fait l'objet de pas mal d'interrogations, puisque effectivement il y a les restrictions budgétaires qui amènent les communes à s'orienter vers des diminutions de l'éclairage. Donc ça suscite quelquefois des interrogations ou des sentiments le plus souvent d'insécurité pour la population et qui demandent à maintenir cet éclairage. Donc là, ça demande certains arbitrages ou des aménagements spécifiques. La sécurisation des sites sensibles également. Donc aujourd'hui, les aménagements urbains relevant d'une certaine catégorie doivent prendre en compte la dimension prévention situationnelle et doivent faire l'objet d'une étude de sûreté. La place de la police municipale dans cette stratégie nationale, vous avez un guide, hein, vous allez pouvoir le retrouver sur Internet, cette fameuse stratégie nationale. Et dans sa mesure 42, elle prévoit d'établir un diagnostic partagé avec les élus, de mieux associer les polices municipales aux actions de prévention
Et le document devra préciser que les polices municipales, au contact quotidien de la population, connaissent bien souvent les publics vulnérables, les publics à risque et les enjeux locaux de délinquance. Et pour cause, parce qu'elles travaillent en réseau dans la collectivité et forcément avec l'ensemble des partenaires de la collectivité, donc Centre communal d'action sociale, affaires scolaires, etc., etc. Et donc c'est un acteur majeur dans les collectivités. Et bien sûr de pouvoir intervenir dans les instances locales. D'ailleurs, à ce titre, la loi relative à la prévention sur le harcèlement scolaire prévoit que les agents de police municipale, dans leur cadre de formation, reçoivent des formations quant à la prévention et la détection du harcèlement scolaire et peuvent être des intervenants en milieu scolaire dans ce cadre. Ensuite, vous avez un outil majeur qui existe pour les polices municipales, ce sont les conventions de coordination qui sont obligatoires à partir du moment où une police municipale existe. Alors, il y aura plusieurs facteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas cumulatifs. Donc, dès lors qu'un service de police municipale sera constitué d'au moins 3 agents ou que cette police municipale sera armée, donc quel que soit l'armement, donc à partir du moment où un policier municipal sera recruté et qu'il ne sera porteur uniquement d'une bombe à lacrymogène, par exemple, eh bien, il faudra entamer une convention de coordination. Si cette police municipale va travailler la nuit, par exemple, également, eh bien, ce sera un élément qui va engendrer une convention de coordination. Si le policier municipal, même seul en poste, veut être doté, si la collectivité souhaite, bien sûr, doter l'agent d'une caméra piéton individuelle, ça nécessitera une convention de coordination. Donc, il y a plusieurs facteurs législatifs et réglementaires qui amènent cette obligation à avoir une convention de coordination. Convention de coordination qui sera signée par le préfet, le procureur de la République, au préalable avec un diagnostic local de sécurité, qui pourra être le même diagnostic qui a été établi pour une commune qui avait l'obligation d'avoir un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, eh bien, ce diagnostic pourra être utilisé également pour la convention de coordination. Donc, il n'y a pas besoin de rétablir ou de remettre un diagnostic local. Par contre, dans cette convention de coordination, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que dès lors que les maires souhaiteront donner des missions complémentaires prioritaires et notamment judiciaires, on peut penser au travail nocturne, etc., eh bien dès lors, le maire, dans sa doctrine d'emploi, devra déterminer, selon la nature et les lieux d'intervention, et les moyens finalement et les équipements qu'il mettra à disposition à ses agents, notamment déjà pour se protéger, parce que le maire sera garant aussi de la protection de ses agents qu'il recrute sur sa collectivité, et aussi en matière d'armement, puisque là le maire peut décider ou pas d'armer sa police municipale, et dès lors, eh bien, la convention de coordination précisera les modalités d'armement qu'elle dispose, et également la doctrine d'emploi du service de police municipale. Doctrine d'emploi qui finalement relève sur une particularité, déjà sur toutes les dispositions réglementaires applicables pour les agents de police municipale. Donc tout agent de police municipale, quelque collectivité que ce soit, est chargé d'appliquer les arrêtés de police du maire, a des compétences en matière d'infraction du code de la route, etc., etc. Mais la doctrine d'emploi, le maire pourra préciser finalement les missions prioritaires qu'il souhaite donner à sa police municipale et qu'on retrouvera bien sûr le plus souvent sur des actions de proximité, voire même peut-être à ce que cette police municipale puisse être mise à disposition d'autres communes. Et ça peut être tout à fait le cas par le biais de conventions ou d'autres applications. C'est vraiment la particularité qu'on peut avoir sur les conventions de coordination pour la filière des agents de police municipale. À ce jour, on ne parle pas de convention de coordination ni quoi que ce soit à partir du moment où une collectivité va faire le choix de recruter par exemple des gardes champêtres ou des agents de surveillance de voie publique. Là, il n'y a aucune convention ou une obligation de convention qui est existante. Donc on voit bien que ça touche uniquement à ce jour la filière police municipale. L'évolution du statut des gardes champêtres peut amener à une évolution également de ce type de convention de coordination, très certainement.
Donc aujourd'hui, clairement, ce qui est défini dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance, eh bien, l'État reconnaît le rôle de la police municipale sur un capteur territorial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, du fait de ses missions de proximité, eh bien, ce sera la police municipale qui va remonter les informations en termes, par exemple, de points de deal, des regroupements, des incivilités, des tensions de voisinage. Donc, elle devient un petit peu un thermomètre entre guillemets, local sur l'aspect évolutif de la délinquance. Ce sera aussi l'acteur du diagnostic local de sécurité de prévention de la délinquance et il contribue notamment au bilan des conseils locaux de sécurité de prévention de la délinquance, va donner une cartographie assez claire en termes de temporalité, de localisation, sur l'analyse des horaires, des lieux, des publics sur lesquels les faits se produisent. Il y a une réelle prévention aussi de proximité, puisqu'il y a le lien forcément avec les établissements scolaires, les commerçants, les bailleurs, les associations, les habitants, les associations de quartier, etc., etc. Lorsqu'on parle de la prévention situationnelle, eh bien forcément, il va y avoir également l'aspect vidéoprotection, et dès lors qu'une police municipale est existante, eh bien, elle est rattachée le bien souvent au service de police municipale. La gestion aussi de tout son espace public, les occupations du domaine public, la mise en œuvre, entre guillemets, des arrêtés de police de circulation et de stationnement sont voués également aux polices municipales. Et le lien police-population, les présences visibles, les pédagogies, les médiations, les surveillances des marchés hebdomadaires où ce sont des moments privilégiés aussi de relais. On parle beaucoup de mise en place de cafés, relations population avec la police municipale. C'est quelque chose qui est assez commun aujourd'hui sur d'ensemble de services de police municipale. Et c'est surtout le relais d'information du maire sur non seulement l'application de sa doctrine d'emploi et qui peut évoluer au cours d'un mandat, et vraiment aussi l'information de l'élu, et puis une aide à la décision pour les priorités que le maire va pouvoir souhaiter mettre en place, notamment sur ces politiques de prévention de la délinquance. Voilà, je passe rapidement quand même sur les principales mesures. On les a déjà abordées, mais voilà, chaque mesure, de toute façon le diaporama, vous l'aurez ensuite par la suite, mais on voit bien que chaque mesure cible bien des publics spécifiques sur l'application de cette stratégie nationale. Donc les préfets devront s'approprier cette stratégie nationale et l'adapter à leurs besoins au niveau de chaque préfecture. Charge après aux mairies de pouvoir appliquer une stratégie locale de prévention de la délinquance. Dans la notion locale, eh bien, il y aura le choix si effectivement ce sera rattaché qu'à une seule commune pour un CLSPD ou potentiellement plusieurs communes pour un CISPD. Bien que un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut prendre une dimension quelquefois intercommunale parce qu'il peut y avoir des connexions existantes. Exemple, une police municipale va mettre à disposition des moyens à la collectivité voisine, et bien la collectivité voisine pourra intégrer des groupes de travail particuliers au sein du CLSPD, quand bien même que ce CLSPD ne concerne qu'une seule commune. Donc il y a des marges de manœuvre qui existent. Donc pour revenir sur la police municipale, on abordera quand même un peu plus la filière sécurité avec les gardes champêtres et les ASVP. Les polices municipales sont quand même relativement anciennes, hein. C'est la loi de 1884 qui en parle, et il faut savoir, bien malgré tout qu'on parle de la récente police municipale de Paris, il faut savoir que la police municipale de Paris a gardé cette appellation jusqu'en 1965. Donc voilà, elle réémerge aujourd'hui, mais en fait, c'était un existant depuis des années. Au gré des réformes, eh bien, la police municipale a toujours existé. Et en 1941, c'est le régime de Vichy qui a institué la police d'État. Donc les polices municipales sont devenues des polices d'État pour les communes de plus de 10 000 habitants. Donc parallèlement, pouvaient quand même exister les polices municipales. Les gardes champêtres
également avait une fonction bien particulière dans le domaine rural, plus particulièrement, avec une obligation jusqu'en 1957 de disposer de gardes champêtres sur les communes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Code de sécurité intérieure, notamment sur les provinces Alsace, donc département Moselle, etc., etc., il y a toujours l'obligation de disposer d'au moins d'un garde champêtre par commune. Donc voilà, localement, on a toujours cette spécificité. Et finalement, la police municipale est une institution relativement récente parce qu'elle a été créée par la loi de 1966, raison pour laquelle on avait une police municipale toujours existante à Paris jusqu'en 1965. Donc la police municipale, ensuite, après la loi de décentralisation de 1982, a émergé un peu plus. Donc on voit un peu l'évolution des effectifs à partir de la loi de décentralisation. Donc 84, on comptait 5600 policiers municipaux, 1987, 8000, 89, 93, pour arriver à 1999 à 13 000 policiers municipaux. Depuis 99, aujourd'hui, nous sommes pour 2028 à environ 30 000 polices municipales. Au regard des annonces politiques qui ont été faites auprès des élections municipales, en faisant rapidement les annonces de recrutement, on s'oriente quasiment à plus de 10 000 postes supplémentaires. Donc dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, donc 10 000 postes supplémentaires, voire donc un effectif au niveau national des policiers municipaux de 40 000 policiers municipaux sur le territoire national. La loi de 99 a modifié, puisqu'on a vu finalement cette émergence, donc plus de 13 000 policiers municipaux en 99, donc une loi a été créée donc, et votée, c'est la loi du 15 avril 99, et qui est toujours applicable pour les polices municipales. Les agents de police municipale disposaient d'une qualification d'agent de police judiciaire adjoint depuis 1966, mais dans un esprit limitatif. Et il va falloir attendre. C'était quasiment auparavant, les policiers municipaux, des agents de surveillance du stationnement, avec quelques prérogatives d'application des arrêtés du maire, mais très très peu. Donc il a fallu attendre 99 pour avoir finalement un réel cadre d'emploi. Tous les agents relevaient de la catégorie C en 99. Le décret de 2000 a institué une catégorie B, donc a créé le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale. Il faudra attendre 2005, voire même un petit peu plus tard, pour avoir la création de catégorie A, donc des directeurs en matière de police municipale. Ce qu'avait prédéterminé la loi de 99, c'était uniquement un service municipal rattaché exclusivement au pouvoir de police administrative et judiciaire du maire. Une liberté d'avoir ou pas une police municipale. Il n'y a pas d'obligation, hein, ça reste toujours le même cadre. Liberté des collectivités locales. Donc le maire fait le choix de disposer d'une police municipale ou pas. Un territoire d'intervention qui était exclusivement limité à la commune. Voilà, la police municipale n'intervenait que sur sa commune de cadre d'emploi. Il a fallu attendre 2002 pour rouvrir la création d'une police intercommunale. Donc on a l'exemple en tête de Roissy-Porte-de-France qui était la toute première au niveau des EPCI, hein, établissements publics de coopération intercommunale. Il faudra attendre 2007 pour permettre des conventions entre communes. Par contre, la loi de 99 a institué une tenue d'uniforme unique et des véhicules pour l'ensemble du territoire national. Donc la loi de 99, il a fallu attendre 2004 pour avoir ces décrets d'application et aujourd'hui on arrive à avoir une tenue d'uniforme et de véhicules homogènes sur l'ensemble du territoire national. Des prérogatives qui étaient limitées aux constatations d'infractions au stationnement réglementé et gênant. Pas de compétences pour procéder au relevé d'identité d'un contrevenant et aucune coordination n'était imposée par les forces de sécurité de l'État. Par contre, au fil des années, eh bien, on va obtenir le statut particulier de catégorie C en 94, ça c'était précédemment, et la loi de 99, par ses apports, va décliner vraiment la doctrine d'emploi, proximité, sécurité, supplier ou assister, et qui pouvait quelquefois se substituer aussi à la police nationale. Donc il fallait clarifier le cadre.
et assurer une reconnaissance comme un élément important du paysage sécuritaire français à l'époque. C'était en tout cas l'essor qui était engagé. Donc élargissement des compétences aux contraventions en matière de code de la route, donc notamment la circulation et non plus le stationnement. Les conventions de coordination qui sont devenues obligatoires. La création d'une commission consultative des polices municipales, notamment sur les évolutions, donc notamment en matière d'équipement, l'évolution d'équipement des polices municipales à partir du moment où c'est adopté au niveau national, avec libre choix des collectivités de se l'approprier ou pas, mais dès qu'il y a une évolution législative en acquisition matérielle, il faut une consultation de la commission consultative. La mise en commun sur le territoire d'une ou plusieurs communes dans un délai déterminé. Donc là, c'était 99 avait prévu, mais c'était un cadre exceptionnel. C'est-à-dire il y avait une manifestation ou un afflux de population et c'était très très limitatif. Donc c'était dans un temps donné et c'était une mise à disposition qui d'ailleurs qui existe toujours, mais qui est pilotée et signée par le préfet à la demande des maires signataires. Nouvel essor, donc également l'agrément par le préfet, le procureur de la République et ensuite assermentation. Donc il y avait cette notion de double agrément qui n'existait pas avant 99. Donc 99 l'a instauré. L'autorisation de porter une arme, cette fois sur la demande motivée du maire, mais autorisée par le préfet. Donc on reste toujours sur ce même schéma à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu d'évolution dans ce cadre-là. Une carte professionnelle, je l'ai redit, tenue, signalisation du véhicule. Et enfin, un code de déontologie spécifique aux agents de police municipale. Et d'ailleurs, la responsabilité du maire est de porter à connaissance ce code de déontologie aux agents de police municipale. Donc par tout moyen, affichage au poste, etc. Quelquefois, même une notification individuelle sur les devoirs et obligations des agents de police municipale qui, d'une manière transversale, équivaut au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Là, la loi de 99 a aussi modifié la subordination à l'officier de police judiciaire d'État. On parle beaucoup et ça fait beaucoup ressurgir, notamment lorsqu'il y avait le projet de loi sur les polices municipales et les évolutions de compétences, en disant mais oui, mais si on donne des statuts, des compétences judiciaires complémentaires, le maire va perdre entre guillemets sa compétence d'être l'autorité de police municipale. En fait, la réalité c'est déjà le cas depuis 99, puisqu'en instituant cette qualité d'agent de police judiciaire adjoint et surtout l'obligation de rendre compte de tout crime, délit ou contravention auprès de l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la police nationale ou de la gendarmerie, eh bien en fait, dès lors que l'agent va constater une infraction, il est sous la responsabilité judiciaire du procureur de la République via un officier de police judiciaire de la police nationale, mais c'est déjà le cas. Donc voilà, il n'y a pas grand changement effectivement, mis à part effectivement que si il y avait une augmentation de prise en charge des pouvoirs de police, notamment on parle de tout ce qui est contrôle de stupéfiants, etc., etc., il peut y avoir effectivement cette notion, il y aura la volonté du maire quand même à bénéficier ou pas de ces prérogatives. La possibilité cette fois de exiger la présentation d'une pièce d'identité lorsqu'il y a la commission d'une infraction. Ça n'existait pas auparavant. Et par exemple, vous allez recruter un agent de surveillance de la voie publique, et bien là ce sera pareil. Il n'aura pas cette obligation, il ne peut pas, entre guillemets, exiger la présentation d'une pièce d'identité à une constatation d'infraction, et d'autant plus un ASVP n'aura pas des compétences élargies sur un bon nombre d'infractions. Son cadre d'attribution va être très très limitatif, notamment sur le stationnement et certains pouvoirs spéciaux du maire, dès lors que le maire le commissionnera, notamment en matière d'urbanisme par exemple. Formation aussi obligatoire, la loi de 99 a instauré, donc ça souvent c'est effectivement, ça fait
Beaucoup d'inquiétudes aussi pour les maires. Voilà, je recrute un policier, il doit partir en formation, c'est 6 mois, c'est long, etc., etc. C'est une formation nécessaire, c'est un métier, c'est une appropriation des besoins et c'est une appropriation du métier. Cette formation, ça arrive à être réduite aujourd'hui parce que vous avez des modes de formation qui se font en distanciel pour une partie. Voilà, le CNFPT, le Centre national de fonction publique territoriale, s'est adapté, entre guillemets. Et puis, beaucoup de policiers nationaux ou gendarmes qui vont intégrer la filière et qui vont bénéficier d'une formation entre guillemets allégée. Mais attention, selon le mode de recrutement détaché ou emploi réservé, parce que d'emploi peut changer, et bien d'un statut, enfin d'un mode de recrutement à un autre, ça peut induire le temps de formation. La possibilité de soumettre le conducteur d'un véhicule à un dépistage imprégnation alcoolique et stupéfiant, d'ailleurs ça c'est mis en place également. Par contre, ce sera toujours sous l'autorité d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et mise en place, puisque l'armement existait pour les polices municipales, mais mise en application d'une obligation de formation initiale et continue, quel que soit le port d'armes. Donc dès lors qu'un agent de police municipale sera doté d'un bâton de défense, il aura une formation préalable et une formation continue qui sera dispensée par le CNFPT. La qualité d'agent de police judiciaire, voilà, je passe très rapidement dessus puisque tout ça est codifié, hein. Le code de sécurité intérieure, notamment l'article L511, rappelle bien les attributions spécifiques de l'agent de police municipale. Ils exécutent dans la limite de leur attribution et sous son autorité, donc le maire, les tâches relevant de sa compétence que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre. Donc là, on est dans la police administrative. Par contre, dès lors que l'agent constatera une infraction, eh bien, il en rend compte finalement à l'autorité judiciaire. Et là, pour le coup, il est sous l'autorité de la police nationale ou de la gendarmerie dans ce cadre-là, uniquement. Donc, statut d'agent de police judiciaire adjoint. Là, vous avez les dispositions du code de procédure pénale qui apparaissent. C'est le 21, deuxièmement. Et par contre, à contrario, par rapport aux agents de police nationale ou de gendarmerie, il n'y a pas de possibilité pour les policiers municipaux d'effectuer d'enquête judiciaire ni de recueillir les plaintes. D'ailleurs, l'orientation qui est prévue par le projet de loi restera dans cette même configuration. Il n'y aura toujours pas d'enquête judiciaire. Il y aura potentiellement la possibilité de recueillir ou d'entendre des personnes sur certains faits et de manière limitative et que pour certaines infractions qui toucheraient le quotidien des agents de police municipale, notamment la consommation de produits stupéfiants, les ventes à la sauvette, etc., etc. Donc tout ce qui intéresserait, entre guillemets, le petit caractère infractionnel ou contraventionnel ou petit délit. Les missions de l'agence de police judiciaire adjoint, c'est de seconder les OPJ. Donc là, on parle des OPJ de la police nationale, rendre compte, constater par procès verbal certaines infractions et la possibilité de recueillir des observations du contrevenant dans certains cas. Je reviens pas dessus. Je l'ai expliqué, l'autorité judiciaire, lorsqu'il y a une constatation d'infraction, et pour confirmer mon propos, ça a été confirmé par la chambre criminelle. Donc dès lors qu'un agent constate une infraction, il est sous l'autorité judiciaire et non plus sur l'autorité du maire. Possibilité également pour le policier municipal, comme toute personne, entre guillemets, là il n'y a pas de changement puisque c'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui va s'appliquer, il y a le pouvoir, une personne qui va commettre un délit, vol ou etc., eh bien l'agent de police municipale, comme tout citoyen, est en mesure de pouvoir l'interpeller et de le présenter devant un officier de police judiciaire. On cherchera bien sûr effectivement plus certainement la responsabilité d'un agent assermenté qui n'a pas agi en cas de flagrant délit plutôt qu'une tierce personne qui n'a pas appréhendé la personne. On considérera que, entre guillemets, la personne lambda est dédouanée de sa responsabilité dès lors qu'elle a informé ou qu'elle a contacté le 17 ou etc. Et selon le cas bien sûr de pouvoir intervenir.
Souvent, on peut avoir des questions. Je vais équiper mon policier municipal ou ma police municipale de menottes. Ça peut être le cas également pour les agents de surveillance de voie publique. Là, je prêterai une précision et ce que je fais beaucoup pour les formations des ASVP. Les menottes, ce n'est pas un armement. Donc, c'est un équipement qui permet, entre guillemets, de pouvoir interpeller une personne, la maîtriser et pouvoir la remettre à un tiers. Ce qui fait que les agents de surveillance de voie publique peuvent être dotés de menottes. Le souci, c'est que en votre charge d'élu et de responsable de la collectivité, dès lors que vous allez avoir le choix de doter par exemple des agents de surveillance de la voie publique de menottes, en votre capacité, entre votre responsabilité d'employeur, vous devrez lui assurer une formation adéquate à l'usage de cet équipement. Donc dès lors, ça préserve l'agent, effectivement, parce que il a une formation pour utiliser l'équipement qui lui a été fourni par la collectivité, et dégager la responsabilité de la collectivité aussi, dès lors qu'elle met à disposition ce type d'équipement pour les ASVP. Donc ce qui veut dire que les ASVP peuvent être dotés à la discrétion du maire d'un équipement tel que les menottes. Les ASVP, donc justement, ça fait le lien. Donc j'ai fait justement à le distinguo de la police municipale ou du policier municipal. Il a un réel statut, une réelle compétence et une réelle formation. Les ASVP n'ont aucun statut. Vous pouvez recruter un agent d'une filière administrative, filière technique, il n'y a même pas de formation initiale. Et ensuite, l'agent pourra être assermenté ou pas, avoir un agrément judiciaire ou pas. Mais dès lors que vous allez l'agréer, il sera agréé et assermenté pour des infractions limitatives qui vont être liées au stationnement. Il ne pourra pas relever l'identité ou exiger la présentation d'une pièce d'identité à un contrevenant ou l'auteur d'infraction, à défaut de l'agent de police municipale. Il ne pourra tout simplement recueillir, c'est-à-dire demander à la personne comment elle s'appelle, sans pouvoir exiger la communication d'un titre. Donc, pour que l'agent puisse verbaliser et uniquement pour des dispositions du stationnement, c'est un agrément qui est demandé par le maire auprès du procureur de la République. Particularité aujourd'hui qui a été développée par la loi sécurité globale de 2023, il y a possibilité de demander un agrément pour un agent de surveillance de voie publique si vous voulez le mettre en opérateur de la vidéoprotection. Donc c'est une phase assez simple. Voilà, c'est un document qui fait un aller-retour auprès du préfet. C'est bien sûr avec une petite vérification de moralité. La collectivité s'engage à former normalement l'agent sur tout le respect de ce qui est la règle générale des protections des données personnelles, AGNIL, etc., etc. Et l'agent devient opérateur. La sermentation, elle est délivrée par le juge à l'issue de l'agrément. Et ensuite, eh bien, en dehors des missions de stationnement, le maire, s'il le souhaite, pourra commissionner cet agent pour relever des infractions, notamment, on pense notamment en matière d'urbanisme. Si vous avez la particularité dans la collectivité, j'en ai pas parlé, c'est le funéraire. Donc les opérations funéraires, lorsque vous êtes sur un régime de police d'État, eh bien ce sera la police nationale qui le gérera. Quand vous êtes sur un régime de la gendarmerie nationale, ce sera donc la police municipale, le garde champêtre, qui pourra effectuer cette mission. En aucun cas, l'agent de surveillance de voie publique, ça ne fait pas partie de ses prérogatives, même par commissionnement ou délégation. L'agent de surveillance de voie publique peut intervenir avec des assermentations de garde particuliers, notamment en matière de pêche par exemple, mais aussi de conservation de la voirie routière, voire même de déchets. À partir du moment où il justifiera d'une formation de 10 heures, il pourra être assermenté et relever les infractions en matière de propreté, dépôt des déchets, etc., etc. Donc avec un particularisme là-dessus. L'agrément vidéo, voilà, je vous le passe rapidement. La tenue de la SVP, elle doit être, par contre, elle ne doit pas porter confusion avec celle d'agent de police municipale, ni de garde champêtre aujourd'hui. Donc la SVP doit avoir une tenue qui ne se confonde pas avec celle-là, donc il faut éviter, entre guillemets, la bande bleue gitane. Donc souvent, on a une tenue bleue avec un liseré bordeaux pour différencier les agents.
Pareil, les ASVP ne peuvent pas conduire un véhicule de police municipale, voire même se trouver à l'intérieur d'un véhicule de police municipale si les exercices des missions des policiers municipaux ne sont pas en adéquation avec celles des agents. Donc, transporter un agent à un point A et à un point B en véhicule de police municipale, bon, en qualité de passager, ce sera bon. Par contre, si la SVP se trouve avec l'usage des véhicules prioritaires, gyrophares de thon, ben, ce sera pas le cas. Ce sera pas possible. Pas d'armes possibles pour les ASVP, ni même une bombe lacrymogène. Ils ne peuvent pas être dotés. Des cartes professionnelles qui peuvent exister et qui seront obligatoires dès lors que l'ASVP sera assermenté en qualité de garde particulier. En dehors de ça, il n'y a pas d'obligation effectivement d'avoir une carte, mais une carte professionnelle qui n'est pas forcément non plus réglementée avec un format spécifique. Ce qui n'est pas le cas pour les agents de police municipale, parce que là, vous avez un format, et c'est l'imprimerie nationale qui délivre ces cartes. Les véhicules, voilà, vous avez bien compris qu'ils ne peuvent pas utiliser les véhicules de police municipale et avoir une tenue différente. En dehors de ça, il n'y a pas de texte qui détermine aujourd'hui la tenue d'un ASVP et pour cause, il n'y a pas de statut, entre guillemets, pour l'ASVP. Des formations destinées aux ASVP existent auprès du CNFPT. Elles ne sont pas obligatoires. Mis à part, donc un ASVP peut être recruté de manière contractuelle aussi, hein, mais une fois qu'il va être stagiairisé, eh ben, il va répondre à l'obligation de formation d'intégration de catégorie C de n'importe quel agent. Par contre, après, des formations spécifiques catalogues peuvent exister au cas par cas, à la volonté de la collectivité de former l'agent. Et selon les missions que lui confieront le maire, il y a tout intérêt quand même de former cet agent à ses prérogatives. L'usage des menottes, j'ai fait un petit point là-dessus précédemment. Les missions, la compétence, quelques missions routières, mais c'est uniquement le stationnement. Transport, quand on parle de transport, c'est uniquement la possibilité de verbaliser dans les cours et quais de gare. Voilà, il y a un particularisme là-dessus, donc c'est possible. La santé publique, essentiellement pour tout ce qui va relever du logement indécent, à partir du moment où le maire aura désigné ou commissionné l'agent. En mesure environnementale aussi, en matière de déchets, il y a une possibilité, mais ce sera nécessaire de former l'agent. Petite particularité pour la protection des usagers et des passages piétons. Souvent, les ASVP peuvent être utilisés pour favoriser la traversée des enfants, etc. Donc, ça ne pourra être que cette mission, c'est-à-dire favoriser la traversée de piétons. En aucun cas, un agent de surveillance de voie publique pour réguler une circulation, imposer l'arrêt ou la circulation à un stationnement à l'arrêt à un véhicule en circulation. Là, en fait, c'est des dispositions qui appartiennent aux agents qui sont compétents en matière de relever des infractions à la circulation routière, donc l'agent de police municipale ou le garde champêtre, pas pour l'agent de surveillance de voie publique. Par contre, faciliter, être présent devant les passages piétons, il n'y a pas de souci. Donc là, en plus de détails dans le diaporama, je vous le passe, vous verrez, vous allez avoir des dispositions qui rappellent effectivement les compétences des ASVP pour les applications du règlement sanitaire départemental, propreté des voies, etc., etc. Les gardes champêtres, eh bien aujourd'hui, on est sur une filière, comparativement, on a vu qu'aujourd'hui, au niveau national, nous sommes en 30 000, avec une perspective dans 3 ans de 40 000 policiers municipaux. Aujourd'hui, le nombre de gardes champêtres, bien qu'on connaisse une augmentation, il y a encore quelques années, le nombre de gardes champêtres était descendu à peu près à 1000 gardes champêtres. Aujourd'hui, on a une recrudescence de recrutement, 1500 sont concernés. Beaucoup de collectivités recrutent des gardes champêtres en complément d'une police municipale parce que ils ont des compétences un peu plus particulières sur la catégorie environnementale, voire même l'application aussi des pouvoirs sur la chasse et la pêche. La pêche, l'agent de police municipale conserve une compétence. Par contre, en matière de chasse, il n'est pas compétent pour toutes les infractions. Donc le garde champêtre, par définition, lui, intervient sur un secteur rural et peut intervenir dans ce cadre-là. Différenciation, aujourd'hui, les gardes champêtres ont une possibilité d'avoir une identification commune, d'assez récente,
puisque la seule obligation de la tenue de garde champêtre par les textes était de disposer de la plaque avec marqué la loi et le nom de la commune. Il n'y avait pas de tenue en fait réellement statutaire à défaut des policiers municipaux tels qu'ils l'ont connu en 99. Et là, depuis environ 2 ans, la tenue, la carte professionnelle, un peu à l'identique des polices municipales, a émergé. Et donc, on a des tenues au choix qui peuvent être une dominante bleu marine ou un peu plus claire, et une spécificité sur la signalisation des véhicules que vous voyez apparaître. La particularité qu'on va avoir, il n'y a rien dans les textes qui dit que finalement il peut y avoir un mixte gare champêtre dans les véhicules de police municipale, etc. Donc là, on est dans un vide juridique. Ça va être à voir comment évolue la situation sur ces dispositions-là. On serait tenté de dire que chaque finalement entité devrait respecter les moyens de transport conformes à son entité propre. Là, ça peut causer quand même quelques difficultés sur cette mixité de public au sein du même collectivité. Donc la police municipale aujourd'hui, au gré de l'évolution d'un service communal, on est passé, qui reste toujours non obligatoire, on peut être mutualisé, intégré à un établissement de coopération intercommunale, avec des fonctionnaires, parce qu'on va avoir des fonctionnaires de la filière police municipale, quelquefois même peut-être des agents de filière garde champêtre, et des agents territoriaux, donc qui peuvent avoir le statut d'agent administratif ASVP, opérateur, vidéoprotection. Mais quoi qu'il en soit, le service, il est placé sous l'autorité directe du maire, quelle que soit la commune où il exerce d'ailleurs. Si l'agent est mis à disposition d'une autre commune, il est sur les prérogatives administratives du maire qu'il exerce, quelle que soit sa commune de recrutement. Et elle contribue vraiment à assurer les fonctions de police dont est responsable l'élu local au niveau du Code général des collectivités territoriales, coopération renforcée, etc., etc. Je vais couper peut-être là et laisser la place un petit peu aux questions. Et puis le reste, vous allez le voir dans le diaporama. Je parle un petit peu des évolutions réglementaires qui sont portées par la loi.